Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des manuscrits de Mestre Raymond, le format club de lecture de La Garde de Nuit. Donc La Garde de Nuit, l'association francophone de référence sur George R.R. Martin et le Trône de Fer et tous ses dérivés. Donc ce soir on discute lecture, c'est notre format bimensuel, si vous nous suivez un peu, vous avez l'habitude. On se retrouve pour parler d'un livre qu'on a lu ensemble. Et donc je suis John, ce soir je suis avec Flamme. Comment ça va Flamme? Ça va très bien et vous? Bah écoute, ouais, impec. Et avec Yoda, comment ça va Yoda? Très bien, très bien. Bonjour à toutes et tous. Ce soir, on va vous parler d'un des nouveaux livres des nouvelles éditions ActuSF, mais avant ça, on va vous présenter les prochains livres. Donc on va vous présenter, on a un planning assez chargé en mai. On va juste vous présenter les deux prochains livres qu'on lit. On vous ménage un peu de suspense pour la suite. Le prochain livre qu'on lit, c'est un auteur que vous connaissez peut-être si vous nous suivez, et c'est Yoda qui va vous en parler. Oui, c'est mon petit auteur chouchou, c'est Jean-Laurent Del Socorro qui a sorti un nouveau livre chez Albin et Michel dans leur collection imaginaire et c'est Les Amants du Ragnarok. Donc, comme son titre l'indique, ça se passe un petit peu dans cette époque mythologie, euh, là, voilà, avec je vais te trouver le mot. Des dieux nordiques, voilà. C'est ça que je cherchais comme mot. Et on suit en fait des personnages qui ne veulent pas en fait que le destin qu'on leur impose se produise en fait. Donc voilà. Donc on suit ces personnages au milieu de cette mythologie nordique et c'est une très bonne occasion d'en apprendre plus. Alors bon, sur des dieux que bon, pour certains on connaît un peu tous parce que on a regardé les films Thor. Donc voilà. Mais ça s'arrête pas là puisqu'il y a des personnages un petit peu plus intéressants, enfin pas que Thor est pas intéressant, mais un petit qu'on connaît moins, voilà. Donc on sent, enfin j'ai lu que quelques pages pour l'instant, mais on sent quand même que l'auteur a fait un bon travail de recherche. Ça a l'air très très bien et on vous en parlera beaucoup plus et beaucoup plus en détail mardi de la semaine prochaine, donc le 6, avec Nympha et Namande. Exactement. Et ensuite, prochain livre en mai, ça sera The Secret History de Donna Tartt, donc Le Maître des Illusions en français, qui est a priori un des précurseurs du genre de la Dark Academia, qui date de 1992. Donc c'était voilà, c'est un peu a priori, c'est un peu ça qui a lancé cette mode littéraire que personnellement j'apprécie beaucoup. Et de quoi ça parle plus précisément? Donc moi je l'ai pas commencé encore parce qu'on a un peu plus de temps, mais on a un jeune homme qui arrive dans une université aux États-Unis et qui va a priori rencontrer une société secrète et il va se passer des choses un petit peu étranges. Et ça, c'est donc le 15 mai, et ça sera avec Lady Lilou et Pif Pif, qui nous rejoint dans l'équipe des manuscrits de Mestre Raymond et qui fera sa première émission avec nous à l'occasion. Et donc, on espère que le livre sera bien. Évidemment, on espère toujours que le livre soit bien, évidemment. On choisit pas des livres en espérant qu'ils soient mauvais pour pouvoir râler. Mais Non. voilà, donc voilà pour le programme de la première quinzaine de mai, parce que ensuite ça sera pas fini. On a, comme je vous disais, on a un planning chargé en mai et en particulier on sera aux Imaginales et on vous en reparlera. Euh, et ce soir, voilà, ce soir, on va vous parler de La Rose et le Serpent. Et donc, Flamme, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce livre? Bien sûr, avec plaisir. Du coup, La Rose et le Serpent, c'est le premier roman de l'autrice, de Julie Hels, tout simplement.
Et on va suivre du coup l'histoire de deux personnages qui vivent sous des régimes politiques très différents. L'un plutôt dans une république et l'autre dans un empire. On a une société qui est dirigée par des mages d'un côté. On a aussi pas mal de magie du coup. Et on va avoir tout un pan de la population qui va être considéré comme des hérétiques qui suivent une autre façon de vivre et de penser et qui ne plaît pas à l'Empire, tout simplement. Donc on est plutôt dans une espèce de guerre entre les deux régimes politiques très distincts et les deux personnages vont représenter un peu tous les deux ces régimes-là. Donc on suit à chaque fois l'un et l'autre par chapitre. Et donc une fille qui s'appelle Alana tout simplement et un homme qui s'appelle Soren. Voilà. Et du coup, alors oui, on peut peut-être préciser, je sais pas si ça vaut le coup, mais donc c'est les nouvelles éditions avec QSF donc qui se sont relancées Tout à fait. après leur déboire et qui nous ont envoyé le livre, donc on les remercie au passage. Mm. Euh, et du coup, bah Flamme, qu'est-ce que t'en as pensé de cette histoire? Alors pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé, vraiment. C'est-à-dire que j'ai vraiment apprécié la lecture. Quand je l'ai reçu, j'avoue vraiment qu'au premier abord, quand j'ai vu l'épaisseur du livre, je me suis dit oh mon Dieu, mais pas déçue du tout parce que vraiment il est très sympa à lire. Vraiment, pour moi, il est facile à lire. C'est pas une lecture compliquée. Il est bien écrit, agréable. Et la couverture est magnifique, d'ailleurs. Vraiment, pareil, j'ai été très contente de la découvrir en l'ouvrant. Et je dirais pour moi, il a été très immersif parce qu'il y a beaucoup de descriptions de ce qui va être l'environnement des personnages, enfin, on va avoir vraiment une description physique des environnements, etc. Donc ça permet une plus grande immersion. Et j'ai trouvé les personnages aussi bien construits. Donc pour moi, globalement, c'est une bonne lecture. Oui, parce on peut effectivement le dire, mais c'est un livre assez Mm. massif. Voilà, il fait Oui. à peu près, Oui. je sais pas si on voit là comme ça. Il est gros. C'est vrai que c'est marrant parce que pour un premier roman, on s'attend pas toujours à avoir un énorme pavé comme ça. Mhm. Euh, Yoda, bah, qu'est-ce que t'en as pensé toi de ton côté? Oui, ben un peu pareil, moi aussi. Alors, quand j'ai reçu le livre, j'ai fait ah, ah, il est énorme. ça, ça va être très long à lire. Mais j'ai passé un très très bon moment de lecture. J'ai trouvé que c'était assez agréable, c'était très fluide, c'était bien écrit. Les personnages sont plutôt sympas dans l'ensemble. Il y a un univers qui est très bien planté. Voilà, on s'y retrouve très facilement quand même. Euh, euh, je dirais pas que les personnages aussi c'est facile de s'y retrouver parce que pour le coup, je me suis fait un arbre généalogique quand même. C'est ce que j'allais dire, tu Mais vois, ça m'a un peu manqué aussi, l'arbre généalogique. Mais en même temps, je pense que il fallait pas d'arbre généalogique au départ parce que sinon, en fait, à certains moments, c'est la surprise quand on apprend qui sont les personnages par rapport à qui. C'est là que tu fais ah, j'ai compris. Voilà. Donc il y a quand même quelques petites surprises. Voilà. Euh, Ça n'a pas été un gros coup de cœur. Mais je l'ai bien aimé. Après tout, c'est quand même l'essentiel dans ma lecture qui aura été assez longue. Donc, heureusement que j'ai bien aimé. Et toi, Jeanne? Ouais, bah moi je suis d'accord avec vous. Je mets pas un coup de cœur non plus. Mais c'était une lecture très sympathique. En effet, je pense que j'ai eu la même réaction que vous, c'est-à-dire quand j'ai reçu le livre, j'ai vu sa taille, je me suis dit, waouh, oh là là, j'espère que ça va être bien. Et pour le coup, ça se lit vraiment bien. C'est-à-dire que c'est pas un livre, c'est pas un pavé où tu ressens la durée, où tu te dis, oh là là, j'en suis où? Page 200, il en reste encore 450. Euh, donc c'est vraiment un bon point. Il y a quand même un petit ventre mou, je dirais. J'ai trouvé quand même vers le milieu, quand on commence à avoir compris
Parce qu'il y a, c'est un peu ce que tu sous-entendais, Yoda, il y a tout le début un côté un peu presque enquête, enfin compréhension du passé, des événements. Donc on a beaucoup de personnages qui agissent en conséquence d'événements qui se sont passés auparavant. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans tout le début, c'est qu'on nous présente pas spécialement ces événements, on les découvre au fur et à mesure avec des remarques, des dialogues, des réflexions, et il y a un petit côté puzzle, enquête, de on remet les morceaux, on fait les fils, on fait l'arbre généalogique, on se dit ah mais donc attends, ce prénom-là, je l'ai vu, il y a quelqu'un qui en a parlé la dernière fois, c'était qui? Ok, donc du coup ça veut dire que elle c'est ça, lui machin, mais du coup qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc tout ça, j'ai trouvé ça très sympa. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un moment vers le milieu où ça tire en longueur, c'est-à-dire où tu commences à avoir compris, à te dire ok, donc bon là je commence à avoir bien resitué ce qui s'était passé, qui est qui par rapport à qui, et où on nous garde un peu le mystère et où j'ai trouvé que ça frisait un peu le côté artificiel. C'est un équilibre qui est pas facile parce que surtout et qui est quand même plutôt réussi. Hein. Je pinaille, mais sur tout le début, c'était pas artificiel, alors que ça peut vite l'être quand on cherche à cacher des informations au lecteur. C'est juste qu'il y a eu un moment où j'ai trouvé que ça tirait un peu sur la corde et où la bascule aurait pu se faire un petit peu plus tôt à mon goût. Mais sinon j'ai bien aimé. J'ai trouvé que le style était assez maîtrisé pour un premier roman. Franchement, c'était très sympa. Il y a eu quelques petits moments où j'ai trouvé que l'autrice se répétait un peu. C'est marrant. En un ou deux paragraphes, je trouve que parfois elle a tendance à dire un truc et à nous le redire en le formulant autrement. Mais pareil, là je pinaille histoire de tenir ma réputation de râleur, mais ça a dû arriver peut-être 3-4 fois dans le livre sur 660 pages, c'est complètement ok. Euh, et après, bah l'histoire est très sympathique. Euh, j'ai eu quelques réservations sur le système de magie. Donc c'est ce que tu disais, Flamme. Il y Ouais. a donc l'Empire qui est basé sur une caste de mages, et j'ai trouvé que si je devais dire un point faible, ça va être du coup ma transition sur notre section suivante. Je m'auto-fais la transition. Si je devais dire un point faible, moi de mon côté, ça serait probablement l'exploitation de ce système de magie euh, qui, à mon goût, donc moi j'aime bien, pour resituer, j'aime bien quand il y a de la magie, j'aime bien quand c'est très carré, qu'on sait ce qui est possible, qui peut faire quoi, comment ça marche un petit peu, et qu'il y a une logique et une cohérence tout du long. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu un côté, j'utilise la magie quand ça m'arrange, et il y a des moments où on oublie complètement que la moitié de ces personnages sont mages et peuvent faire des trucs. Alors on sait pas quoi exactement, mais ils peuvent faire des trucs. C'est utilisé quand c'est utile et le reste du temps c'est un petit peu oublié, j'ai trouvé. Donc peut-être voilà, moi ça serait ça mon point faible. Je trouve la magie pas exploitée complètement idéalement à mon goût, mais c'est franchement pas gênant dans l'histoire parce que bah ça reste, je trouve que la magie reste quelque chose d'assez secondaire en fait, qui est parfois presque plus du contexte que un vrai ressort scénaristique. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ce point de vue-là. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Déjà, très chouette transition. Hein. T'as bien fait. Oui, c'est vrai que vu que tu en parles maintenant, ça me rappelle certaines choses. Tu as tout à fait raison. Le côté magique, il est intéressant, mais c'est vrai qu'il n'est pas très exploité puisque, si je me souviens bien, on n'a que le personnage principal qui est donc Alana qui va s'en servir tout au long de l'histoire, voire à un moment donné sa demi-sœur, mais je crois qu'aucun autre ne les utilise vraiment à un moment donné. Richard s'en Donc sert à un moment voilà. plutôt vers la fin.
Ouais, mais sinon, c'est vrai qu'à aucun moment c'est très exploité, alors qu'on est quand même une société de mages dans l'Empire, où on considère effectivement que donc les mages sont les personnes importantes de la société, mais c'est vrai qu'en termes de magie, du coup, c'est pas très utilisé. Effectivement, ça aurait pu l'être plus, c'est vrai. Tout à fait. C'est un peu frustrant, du coup, peut-être. Je sais pas si Bah, toi, Yoda, t'es d'accord avec ça donne presque cette impression que finalement, il se repose sur le fait, parce que bon, donc les mages là dans cet empire-là sont quand même des personnes qui ont le pouvoir en fait, et ça donne presque cette impression qu'ils se reposent sur le fait que possiblement ils peuvent faire de la magie pour faire peur aux gens en fait, mais on les voit quasiment jamais faire de la magie. Et c'est vrai qu'à un moment donné où je me suis dit, mais en fait, enfin, je me suis vraiment posé la question, vraiment, moi, sur l'empereur, en fait, est-ce que vraiment, en fait, c'est un mage ou pas, quoi? Est-ce que, en fait, il mitonne pas tout le monde depuis le début et qu'en fait, il en est totalement incapable? Voilà, donc, comme on est dans la partie sans spoil, je ne vous le dirai pas. Voilà. Mais, mais en tout cas, ouais, c'est en tout cas, ouais, l'utilisation de la magie est très anecdotique finalement. Mm. C'était Ce qui intéressant. est, ouais, ce qui est intéressant, je trouve aussi, parce que justement, donc ils s'en servent pour un peu avoir l'emprise sur le reste de la population de l'Empire, qui à côté de ça, elle ne peut pas faire de magie, mais qui ne peut pas non plus du coup utiliser d'autres, alors c'est pas des pouvoirs, mais ne peut pas utiliser finalement la guérison toute simple des plantes ou des choses comme ça, alors qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont rien d'autre, eux. Donc Mm. voilà, c'est... Ouais, c'est ça. Cette exploitation-là en tant que un peu arme dissuasive et outil de contrôle. C'était intéressant, mais c'est vrai, un peu comme toi, moi sur le début, j'ai même cru que en fait la magie n'existait pas et que c'était juste un espèce de bluff général de la noblesse qui dit oui, oui, on est mage, mais en fait rien du tout quoi. C'est dire à quel point ils s'en servent peu. Et après, il y a quelques personnages qui commencent à s'en servir et tu te dis mais en fait ils pouvaient faire ça depuis le début. Pourquoi ils ont pas fait ça? Enfin, ils peuvent devenir invisibles, ils peuvent paralyser des Mm. gens, etc. Et tu dis mais utilisez vos pouvoirs. Et Et d'ailleurs, j'ai trouvé que on nous expliquait pas non plus, ou alors que je suis passée à côté, c'est possible, au milieu de toutes mes pages, du en fait comment est-ce que la magie se transmettait en fait. Euh, alors ça moi a j'ai l'air d'être l'impression plus ou moins que c'est juste un truc héréditaire, appris en fait. Oui, c'est à ce que mais j'allais voilà, dire aussi. est-ce Tout que le monde c'est est quelque chose qui capable, s'enseigne hum, mais voilà, c'est ou enseigné. est-ce que en fait, ou est-ce que c'est familial et que forcément, si tes deux parents sont mages, enfin, du coup, tu seras mage aussi. Est-ce qu'un seul parent ça suffit, ou est-ce que finalement, c'est pas grave si tes parents ne sont pas mages, on va te l'apprendre. Je ne sais pas. Ou C'est vrai que je c'est suis pas passée à côté clairement dit, je possiblement. Hein, crois. c'est Mm. Non, je crois que c'est pas clairement dit, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Je l'ai un peu vu comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut te l'enseigner même si tu n'es pas né de parents mages. Pour moi, c'est ça aussi. Ouais, moi j'ai compris ça c'est aussi. finalement assez Mm. logique avec. Je ne sais plus comment s'appelle l'ancien empereur qui finalement lui l'a appris Mm. entièrement. Oui, tout à fait. Oui, moi je l'ai compris comme ça aussi et potentiellement, alors je sais pas si c'était le but, mais tu pourrais faire une analogie avec un peu le contrôle via l'éducation quoi, c'est-à-dire c'est un peu comme si c'était une technologie ou comme si c'était enfin c'est du savoir qui n'est appris que à une caste dominante et qui lui permet de maintenir sa domination sur le peuple. Donc voilà, peut-être que c'est une critique de ça, je ne sais pas. Je, ça pourrait en tout cas être un peu un sujet. Euh, Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, comme point faible du livre avant Moi, qu'on j'en ai un revienne? petit point faible. Vas-y. J'y vais. C'est en fait que le plan complet de Soren
finalement, se lance complètement par hasard. Et t'as l'impression que c'est une personne Soren, qui est engagée du coup comme maître d'armes par, comment est-ce qu'on peut l'appeler? Hmm. Le chef, le Le haut dirigeant, magistrat. le magistrat, le Au haut magistrat, ouais. magistrat de la De d'à la côté. République. Voilà, donc voilà. Et évidemment, bon, Soren étant un personnage principal, je pense qu'on spoil rien en disant qu'en fait cette personne a un objectif dans sa vie, quoi, voilà. Mais en fait, finalement, son objectif ne se lance que parce qu'il est recruté par Ludovico, qui finalement aurait très bien pu en fait passer complètement à côté de lui et ne jamais le recruter, j'ai l'impression. Et en fait, toute sa partie de livre, enfin tout son grand plan, en fait, repose sur rien, puisque c'était même pas son objectif de base, en plus de se faire recruter par Ludovico, quoi. Donc, arrivé à la fin, je fais, mais enfin, ouais, mec, t'as quand même lancé ton plan, qui est un peu du hasard, hein, on s'en rend bien compte quand même, quoi. Enfin, de l'improvisation, mais quand même, c'est très, très improvisé, ton grand plan, là, sur 25 ans, quoi. Voilà, c'était mon point négatif. Hmm. Et c'est vrai qu'il y a un peu une bascule potentiellement de personnalité. Donc Soren qui, au tout début, à l'ouverture du livre, est quelqu'un de plutôt, je vais pas dire résigné, mais qui est dans une démarche plutôt de fuite face à sa vie ou en tout cas de maintien d'une situation telle qu'elle est et qui passe tout d'un coup à il faut absolument que j'accomplisse Mm. mon plan, continuons à l'appeler comme ça, et ça devient assez central de sa personnalité. C'est vrai que il passe de l'un à l'autre. J'y avais pas fait attention. J'avais pas relevé qu'il passe effectivement de l'un à l'autre complètement par hasard, quoi. Et contre son gré. Au début, il veut pas. Mm. Bien sûr. Euh, C'est ça le pire, c'est qu'il cherche à ne pas se faire embaucher par Ludovico, justement. Il lui dit non, enfin, il insiste pour pas se faire recruter. Je fais, bah, du coup, qu'est-ce que tu comptais faire, en fait? c'est vrai. Bah, et Flamme, qu'est-ce que toi tu nous aurais dit comme point faible, si tu en as? Moi, je serais revenue sur ce qu'a dit Yoda. Il me semble que c'est toi qui as dit ça. Ou peut-être, non, peut-être pas Yoda. Qui est revenu sur l'aspect au milieu du bouquin qui était un petit peu plus lent, en fait, où on avait effectivement compris un peu tous les enjeux de ce qui allait se passer et où du coup, ben, ça traînait un peu en longueur. Donc non, il me semble que c'est toi, Jojo. Ouais. Il me semble que c'est toi J'étais qui l'as d'accord dit. aussi, donc. Mais voilà, comme on était d'accord, c'est pour ça. Donc oui, c'est peut-être l'aspect qui m'a le plus heurté, voilà, sur le bouquin en lui-même. C'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on a compris, on peut peut-être avancer un petit peu plus vite, effectivement. Mais sinon, je vous rejoins aussi sur ce que vous avez dit. C'est vrai que Yoda, ce que tu viens de dire, je l'avais pas relevé, mais l'élément déclencheur du plan de Soren, c'est simplement le fait qu'il est recruté par le haut magistrat. Sinon, il y aurait absolument rien eu. Pas d'histoire, en fait, tout simplement. Voilà. Je l'avais pas remarqué, donc merci. Mais oui, c'est vrai que sinon, vraiment ouais, c'est vrai que ça C'est dépend qu'en fait, vraiment que de ça. Hein. C'est ça, ouais, et puis je me suis rendu compte super tard en plus aussi. Mais en fait, tout ce truc-là, tout ce machin, tout ça, enfin, Mm. c'est parce que au bout d'un moment, il tourne un peu en boucle sur son plan. C'est vrai. Voilà. Et ce qui est normal, hein, ça pour le coup, c'est pas une critique, je pense que c'est assez normal qu'il soit focalisé là-dessus. Et mais je fais, mais mec, tu ne penses qu'à ça depuis 400 pages, mais les 15 premières pages, en fait, t'avais absolument pas envie, quoi. Donc pourquoi? Voilà. Non, mais tout à fait. Il a changé son fusil d'épaule. Exactement. Mm. Après, c'est peut-être l'occasion qui fait le larron, comme nous disons. C'est vrai. Tout Bah, à en fait. l'occurrence, c'est complètement ça. Une suite d'occasions qu'il saisit allègrement. Allègrement. Je sais pas si c'est Ça. vraiment le meilleur qualificatif pour Soren, mais C'est clair. C'est une euh, personne très allègre. ouais, c'est ça.
plein de joie euh, et qu'est-ce que vous auriez... Après, j'en ai une autre de points négatifs que je reparlerai plus tard dans l'autre partie. Ah, dans la partie spoil? Oui, voilà. Point négatif du spoil, ok. Et alors, en point positif, qu'est-ce que vous donneriez? Qui veut donner un point positif en premier? Vas-y, Yoda. Je sens que t'as une idée. Les thèmes du livre, c'est Ankora que ça s'appelle le royaume d'à côté, enfin qui est pas un royaume du coup, la République d'à côté, on va dire ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant en fait. Du coup, ce pays d'à côté qui accueille finalement les réfugiés politiques et religieux en fait de Thénidor. Heureusement que j'écris les noms sur là. Et j'ai trouvé très intéressant en fait que donc qui les accueillent, ces réfugiés qui vivent, qui sont plutôt intégrés dans la société, et qui en fait à un moment donné, donc Ankora et Fëanor réfléchissent à faire un pacte, une alliance, enfin un peu ce qu'on veut, et à quel point en fait du coup Ankora est prête à sacrifier les réfugiés en fait pour réussir à s'accorder avec Fëanor qui du coup est un empire dans lequel il n'y a pas de liberté religieuse. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant, enfin très très intéressant même, surtout qu'un pays qui a des valeurs et des choses comme ça en fait est prêt à sacrifier pour sa tranquillité. Donc ils peuvent balancer en fait tous les réfugiés, les renvoyer, dire qu'ils sont plus les bienvenus chez eux. Des choses comme ça qui sont très actuelles dans notre société. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un point. En plus, c'était pas appuyé lourdement, mais ça passait très facilement dans le discours. Et voilà, c'était plutôt bien traité, c'était assez intéressant. Et qu'est-ce qui est prêt à sacrifier un pays pour réussir à assurer sa propre survie? Oui, alors qu'on nous explique bien en plus à plusieurs reprises que la liberté c'est une des valeurs fondamentales de l'Ankora. Et moi j'ai trouvé un peu en lien à ça, c'est qu'il y a aussi pas mal une réflexion sur un peu la manipulation des foules, avec plusieurs fois, je trouve des personnages politiques qui vont en fait faire des annonces et essayer de convaincre le peuple et les foules du bien fondé de leur volonté. Et il y a tout un enjeu de si tu convaincs le peuple et la masse, alors ça fait pression sur les personnalités politiques qui à leur tour vont faire pression sur les dirigeants. Et du coup il faut en quelque sorte se mettre le peuple dans la poche quand même. À plusieurs moments je trouve que c'est présenté comme ça. Tout à fait. Non, c'est vrai. Oui. Et juste, je pense que Fëanor c'est la capitale et que c'est la Falaise, l'empire. Oh, putain. Oui, c'est vrai. Et pourquoi? Voilà, j'ai écrit des choses fausses sur mon bout de papier. Voilà. Flamme, toi tu dirais quoi comme point fort? Moi, j'ai beaucoup. Après, ça rejoint un peu ce que dit Yoda, hein, mais j'ai beaucoup aimé tout le jeu d'énigmes et d'enjeux politiques en fait qui était présenté ici. Je trouve effectivement que ça faisait un bel écho à ce qu'on peut connaître dans la vie réelle aussi, hein, au niveau des pouvoirs, etc. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est la façon dont c'est amené. Il y a une certaine facilité, on n'est pas complètement perdu dans les enjeux politiques, etc. On comprend assez bien les choses, c'est assez bien expliqué, et je pense que c'est surtout dû à la façon d'avoir écrit le livre, tout simplement. Hein. L'écriture est fluide. Mis à part voilà où on peut peut-être se mélanger au niveau des noms de famille, parce qu'il y en a pas mal qui se ressemblent un petit peu. J'ai été perdue plusieurs fois sur les familles de l'Empire, mais sinon ça va. Et vraiment, ouais, je trouvais que le côté enjeu politique était vraiment intéressant.
euh, même les enjeux de pouvoir en fait entre les personnes qui sont plutôt pour le coup un peu égoïstes puisque c'est leur place à elles qui compte et pas le peuple. Mais je trouvais ouais, que la façon dont c'était amené était vraiment facilitée en fait pour qu'on puisse comprendre d'où venaient les raisons de chacun, les buts, les enjeux et l'énigme était quand même assez portée jusqu'à à peu près à la moitié du livre où on commençait à comprendre tout ce qui avait pu se passer et tout ce qui était, enfin tout ce qui allait arriver encore. Je trouvais que voilà, on nous mettait pas mal en haleine pendant une bonne grosse partie du livre et ça m'a donné envie de poursuivre en fait à chaque fois. Donc je trouvais que voilà le récit était bien mené. C'est vraiment le point fort général du truc quoi. Hmm. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi avec en fait, les deux aspects, c'est-à-dire que toute cette partie puzzle, enquête, j'ai adoré, en fait, retrouver les petites pièces qu'on te donne, au détour d'une conversation où on te drop des noms, euh, et tu te Mm. dis, ah, mais ce nom-là, on me l'a droppé la dernière fois dans un contexte complètement différent. Bon, Mm. évidemment, comme nous sommes dans un livre, s'il y a deux personnages qui ont le même prénom, c'est le même personnage. Mais heureusement, en même temps, on va pas se mettre à nous faire des pièges, ça serait pas sympa. Euh, et ça, pendant assez longtemps, ça marche très bien, effectivement, que ce soit, je sais plus, Coralie, elle s'appelle Coralie. Il y en a une qui s'appelle Coralie. Je suis plus sûr, mais D'accord, allez. on peut plus dire qui c'est. Moi, j'ai une Cornélie, si tu veux. Cornélie, Oui, ouais. Cornet. Ouais. Voilà, Cornélie, dont on nous parle à un moment assez tôt dans une conversation, et puis, je sais pas, 50 pages plus tard, on nous reparle de Cornélie dans un autre contexte, et genre, oh, mais en fait, Cornélie, c'est telle personne, pareil avec Petroni, qui nous est introduite, puis on revient dessus, etc. Donc moi, ça a vraiment bien marché sur moi quand même, toute cette enquête avec ces petits morceaux. Et l'autre truc que tu disais aussi, effectivement, les, en quelque sorte, les manipulations politiques qui se mettent en place, surtout probablement moi en Ancora, donc un peu la première partie en Ancora, et là il y a vraiment un jeu d'intrigue politique que j'ai trouvé Mm. très bien fait et très intéressant. C'est un peu moins intrigue politique sur la deuxième partie, sur la partie en Falaise. Mais la partie en Ancora, j'ai bien aimé. Dans le cadre en plus de l'Ancora, qui est cette espèce de république KPDP, je sais pas si on a mentionné que c'était quand même un peu un roman de KPDP avec des duels à l'épée, des duels à mort, des duels au premier sang, etc. Et donc dans cette république très basée sur la liberté, l'honneur et les duels à l'épée. Donc c'était un cadre en plus que j'ai trouvé assez intéressant et un peu plus original que le cadre de la Falaise qui est un peu plus classique, empire, Mm. caste dirigeante, commun, etc. Oui, oui, moi j'ai beaucoup aimé aussi l'Ancora. Je trouvais que c'était très intéressant leur façon, enfin leur gouvernement, le fait qu'il y a un magistrat, un haut magistrat, mais qui finalement passe son temps plus à essayer de calmer tout le monde que de vraiment. Enfin, à l'arrivée, il prend les décisions, hein, mais il est presque plus là, voilà, pour dire, ouais, pour écouter les gens, quoi. Et c'est très drôle, enfin très intéressant à voir du point de vue, du coup, d'Alana qui elle arrive d'un pays où finalement il y a un empereur, c'est lui qui décide, et qui, dans les premières rencontres avec l'Assemblée, finalement, quoi. Enfin, ils se demandent bien où est-ce qu'ils sont tombés, Hmm. quoi, les gens comme ça, quoi. Mais, enfin, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils arrêtent pas de parler, voilà. Ce qui n'empêche qu'à l'arrivée, ils ont eu quand même, enfin, ils arrivent à quelque chose. Alors, voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça se discute, ça se rediscute derrière, même, je pense, mais au moins, enfin, c'est un pays dans lequel il y a quand même une certaine démocratie, c'est un grand mot quand même, hein, mais débat. Voilà, il y a Hmm. du débat.
Et sur le world building, du coup, parce que je trouve qu'il y a quand même, j'ai critiqué tout à l'heure le magic building, disons, mais sur le world building, du coup, il y a ce côté l'Ancora qui est intéressant, et je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui est bien rendu en Falaise, même si c'est un cadre un peu plus classique, en tout cas pour des lecteurs de medieval fantasy, disons. Mais j'ai trouvé que tout l'aspect autour de la brigade impériale, qui est donc la force de maintien de l'ordre euh, d'une en fait d'un empire autoritaire quand même, mais j'ai trouvé que c'était amené de manière très intéressante, parce que ça nous est amené par la vision donc d'Alana, qui en fait partie et qui est un personnage assez naïf quand même, Ouais. voilà, et qui du coup va prendre conscience petit à petit que il y a une complète comment dire, disjonction entre ses valeurs et les valeurs qu'elle pense défendre en étant dans la brigade, donc la justice, le respect des règles sociales d'un point de vue positif, c'est-à-dire comment dire, maintien de l'ordre, mais du point de vue positif du maintien de l'ordre, quoi. Donc de dire il faut maintenir la sécurité, la liberté, et que tout se passe bien. Et elle va découvrir et réaliser petit à petit que en fait c'est un petit peu moins idéal que ça. Et j'ai trouvé ça intéressant que ça se voit à travers son regard, et que il y ait un peu cette désillusion au fur et à mesure, et qu'on découvre avec elle aussi que bah c'est un peu moins juste et droit que ce qu'elle pensait. Ah, tout à fait, c'est vrai qu'on le voit grâce à elle en fait, hein. Au début, ça parle beaucoup des deux dogmes, il me semble, ordre et justice. Et on comprend vite que il s'agit de leur justice et leur dogme à eux, quoi, de leur ordre. Simplement, donc, à savoir faire attention aux hérétiques, et puis c'est tout. Ouais, Voilà. il y a un moment, ça devient un peu monomaniaque, quoi. Oui. Et oui, parce qu'il y a aussi toute cette thématique, on l'a abordé vite fait, mais si on veut un peu être exhaustif sur les thématiques abordées, il faut quand même en parler. C'est une grosse thématique sur la spiritualité, et Oui. avec une spiritualité, je sais pas si on peut dire une religion, euh, à peu près quand même, si je pense, basée sur Oui. des valeurs de respect, de tolérance, d'ouverture, etc., et qui est une religion interdite et persécutée. Moi, je m'y connais extrêmement mal en histoire des religions, donc je sais pas si c'est une référence à des épisodes historiques, que ce soit, je sais pas, le début du christianisme, ou le début du judaïsme, ou le début de je ne sais pas quelle autre religion qui aurait été probablement persécutée. Mais donc ça, j'y connais rien, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toute cette thématique qui est très présente à travers tout le roman. La religion est un point important. Je ne sais pas si ça vise particulièrement une religion ou pas. Ça a l'air d'être plutôt finalement une philosophie de vie plus qu'autre chose. Mm. Sur un truc qui est basiquement assez simple, hein, quand même, finalement. Soyez gentils les uns avec les autres. Voilà. C'est quand même le truc de base, quoi. Ça a pas l'air d'être particulièrement subversif non plus, quoi. Mais en effet, ils ont un dieu unique qui finalement n'a pas de... un-
J'allais dire n'a pas de clergé, ouais, du coup, ça vise peut-être plus ou moins le christianisme derrière, mais c'est plus Dieu existe, il se trouve de partout, finalement, voilà, c'est. Avec un prophète quand même, enfin un équivalent prophète. Oui, le prophète, enfin, c'est les textes qu'il a laissés, donc. Enfin, ah bon, c'est quand même très très basique. Enfin, Oui, c'est bien, c'est quelque chose à suivre, quoi. Enfin, je trouve, enfin, il a pas révolutionné non, c'est la sûr. religion. Enfin, si, visiblement, il a révolutionné la religion, pour le coup. Ouais. Et Mais ça d'ailleurs, moi c'est un voilà. truc que j'ai pas trop compris et que je trouve pas forcément clair dans le livre, c'est pourquoi cette religion a été interdite, persécutée tout d'un coup. Enfin, donc en gros, l'empereur et même avant, enfin, je pense que le premier empereur aussi. Enfin, il y a un peu un historique de l'historique de persécution de cette religion m'a pas paru extrêmement clair. Et surtout qu'en plus de ce que j'ai compris, elle a été interdite par le premier empereur, mais ensuite le deuxième empereur Mm. était ok avec, et le troisième empereur l'a réinterdite et refait les persécutions, etc. Et ça, j'ai pas trouvé ça ultra clair, surtout que c'est pas comme si euh, ceux qui ceux qui interdisent cette religion n'ont pas l'air de le faire parce que ils ont une autre religion qui leur paraît la vraie, la mieux, la Non. seule, l'unique, et du Mm-mm. coup il faut respecter la leur et pas une autre, quoi. Eux, ils ont l'air de juste pas avoir de religion. Mais pourquoi il y a ces persécutions, ça m'a pas paru extrêmement clair. Et c'était pas très clair, et moi je pensais, enfin dans ma tête, je sais pas pourquoi je m'étais mis dans la tête que du coup c'était donc Lysandre, là, l'empereur, qui voulait de cette religion parce qu'elle était reliée à Sandro, l'empereur d'avant, du coup donc Sandro Marsal. Mm. Mais après, quand il nous explique que finalement l'empereur avant Sandro, donc leur empereur adoré, lui finalement n'avait rien à faire de la religion. Enfin, c'était pas son truc non plus, qu'il était pas trop branché là-dessus et que juste il les tolérait. Je dis mais alors du coup, enfin. C'est pareil, je suis d'accord avec toi, j'ai pas trop compris en fait pourquoi on passait d'un empereur qui était ni pour ni contre, qui laissait faire, à derrière Sandro qui lui était quand même assez branché dessus, à derrière Lysandre qui était opposé. Alors que je pensais que moi Lysandre voulait le faire en opposition à l'empereur d'avant, quoi. Mm. Voilà. Mais finalement celui encore avant n'était pas non plus trop branché là-dessus. Donc Oui, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de pas raison formelle en fait au fait que ça gêne euh, leur empire, etc., ou quelque autre religion. Mm. Mais je pense que du coup, c'est plus par rapport au fait que ça crée une espèce d'entraide entre ce qu'ils appellent les communs, et que du coup, ça leur donne, je sais pas, de l'espoir. Je crois qu'ils ont dit à un moment donné, enfin que ça leur donnait quelque chose de plus que ce qu'ils devraient avoir. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, Mm. que ça enlève un peu la disparité en fait entre les mages et les communs, qu'ils puissent se raccrocher à quelque chose qui leur fait du bien, qui puisse leur venir en aide. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, il y a pas une vraie menace en fait derrière. C'est mis à part peut-être, je sais pas, une façon de vivre qui serait pas la leur et qui les dérangerait, mais je vois pas trop pourquoi non plus, c'est vrai. Mm. Que ça leur enlèverait du contrôle. J'ai eu une idée de peut-être explication, mais je me dis que ça spoil un Mhm. peu peut-être. Donc Ah, ouais, je me le note et on en reparle dans 10 minutes. ça marche. Et vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous paraît crédible. et Euh, puis Est-ce que sinon, du coup, tant qu'on spoil pas, est-ce que vous avez d'autres thématiques générales ou plus précises du livre dont on n'a pas parlé, ou d'autres points que vous vouliez aborder? alors moi, c'est vraiment du micro-détail, mais puisqu'on est, enfin, pour terminer sur un point négatif, j'ai pas aimé le titre. Ah, Voilà. Ah, oui, c'est vrai que je suis un peu d'accord. Alors c'est vraiment du.
c'est vraiment du super détail, hein. Il y a rien de mal, c'est pas grave et je m'en remettrai sans souci, hein. Mais enfin, je le trouve super naze le titre. Mm. La rose, du coup, c'est la fille, le serpent, c'est le garçon. Enfin, c'est nul. Ouais, c'est Ou- un peu cliché, un peu niais, cliché. Et en plus, oui. autant le serpent, donc c'est son emblème, c'est son insigne. Mais la rose, j'ai même pas Ouais. souvenir que ça soit particulièrement son insigne à Non, elle. Donc, par rapport à l'habit rouge, je me dis, mais ah sinon, je ouais. vois pas trop. Enfin, elle est bleue sur l'image. En plus, En plus, c'est vrai. Bon, non, alors là, vraiment, je ne vois plus, là. Non, non, bah alors vraiment, c'est du détail, hein. C'était ouais. histoire de chiffonnier jusqu'au bout. Mais Voilà. je suis d'accord que je me suis fait la réflexion aussi, genre, mais pourquoi la rose, Est-ce et que lui, là, pourquoi un serpent? et oui, est-ce qu'ils ont C'est des vraiment armoires, la famille d'Alana, si je me demande? Bah, je me suis L'émeraude, par demandé. exemple, est-ce qu'ils ont... J'en sais rien, Je mais sais du coup, pas. je trouve que ça c'est très très cliché, la fille et le Hmm. garçon. Enfin, Oui, voilà, c'est vrai. c'était. Voilà, j'ai fini de râler. Euh, Pour l'instant. très bien. Flamme, t'as autre chose sans Non, je crois spoiler? qu'on a parlé d'à peu près tous les sujets généraux, en tout cas. Donc, hâte de la partie spoiler et surtout de ta théorie. Je veux Ah, ma l'entendre. théorie. Oui, moi aussi, je veux ta théorie. Très bien. Bah, dans ce cas-là, je vous propose de dire au revoir à... Donc, s'il y a des gens qui nous regardent, qui n'ont pas lu La Rose et le Serpent et qui veulent le lire et qui ne veulent pas être spoilés, bah, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à revenir voir la suite de la conversation et à nous dire ce que vous en pensez. Pour les autres, donc si vous avez lu La Rose et le Serpent ou si vous vous en fichez quand on vous spoil, bah, restez avec nous et on va parler du coup un peu plus du contenu du livre. Et bah, je vais commencer par du coup ma théorie tant qu'on y est, parce que je me suis demandé en fait, donc si je me trompe pas, Ferlec, il s'appelle comme ça par contre, je suis juste pas sûr qu'il s'appelle comme ça. Le prophète, euh, je pense qu'il s'appelle Ferlec, Hmm. un truc comme ça. Oui, Zerlek, je crois que c'est ça. Zerlek, voilà, Zerlek. Alex. Ouais. Euh, donc lui, il a été arrêté il y a 50 ans, en gros, par donc le premier empereur. Et en fait, en y réfléchissant, je me demande si ça peut pas être parce que il théorise un peu une espèce d'autre sorte de magie qui est un peu sous-entendue quand Alana se concentre en elle-même avec la méditation, etc. Et est-ce que ça pourrait pas être que il promouvait une autre façon de faire de la magie et que ça menaçait en fait la source du pouvoir de la noblesse de l'Empire qui est justement leur maîtrise et leur contrôle de la magie et que du coup ça soit un moyen euh, de contrôler le pouvoir en fait et d'éviter que les communs puissent accéder à des choses qui puissent faire concurrence au pouvoir des mages. Je valide complètement ta théorie. Oui, absolument. C'est vrai que, donc on a un parti spoiler, du coup on peut parler des séances de méditation. Je crois que c'est comme ça qu'ils les appelaient. Mm. Et je crois que c'est là que Alana se rend compte que la magie qu'elle connaît, en tout cas, jusqu'à présent, elle se décuple même limite, si j'ai bien compris, au moment où elle rentre en méditation avec les autres. Et du coup, ça leur donne accès effectivement à une sorte de magie plus universelle, d'après ce que j'ai compris, mais qui du coup détrônerait complètement les mages de la société de l'Empire. Bah potentiellement. Je me dis que en fait c'était Voilà. peut-être ça Ça peut être une idée, hein. la Mm. menace identifiée. Alors, oui, mais alors, pourquoi est-ce que l'empereur Béval là, va nommer comme successeur Sandro? Oui, ça par contre j'ai pas compris. Ah oui, Euh, ça non plus, moi, ouais, j'ai pas compris là. en fait là il y a Alors une que Sandro est quand même plutôt sur cette nouvelle religion, branché là-dessus. Enfin, ouais lui, il est pour. Enfin, d'ailleurs, ils sont enterrés dans leur temple, dans leur machin, quoi. Donc, euh, je veux bien que. Enfin, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Béval embêterait, alors en plus avec tous les trucs derrière que ça a donné, quoi, à filer le pouvoir à lui
est plutôt adepte de cette religion, quoi. Mm. Ça, je pense que c'est le point d'histoire qui m'a le plus perturbé, c'est qu'effectivement, que l'empereur Béval nomme Sandro parce que il a confiance en lui, c'est son second, son confident, son machin, qu'il est trop bien comme personnage. Ok, pourquoi pas, ça me dérange pas. Il a pas d'enfant en plus, donc il dit plutôt que mon neveu, je mets mon fidèle. Mais effectivement, je trouvais que ça collait pas juste sur ce côté. Bah, Béval, il avait l'air d'être contre la religion Zerlek, etc. Et Sandro complètement pour. Et donc il y avait ouais ce détail qui m'a vachement perturbé. À un moment, j'étais là, mais attends, j'ai mal compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pas compris que Béval était si opposé que ça à la religion. J'avais l'impression qu'en fait, il s'en fichait, moi, pour le coup. Bah, pour moi, c'est lui qui a arrêté et même fait exécuter, je pense, Zerlek. Ouais, le prophète, je crois que oui, aussi. Ouais, Bon, ben voilà. ok. Et il y a en plus, ouais. pareil, Enfin, je niveau sais plus. date, pour moi, alors pareil, je me suis peut-être mélangé, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que l'arrestation du prophète, c'était il y a 50 ans, et du coup, ça coïncide à peu près avec le début de l'Empire. Le début de l'Empire, c'est il y a 50 ans aussi. Et ça, on en sait pas du tout plus, parce qu'en fait, c'est un empire ultra récent quand même dont on parle. C'est un empire qui a Oui. 50 ans. Oui, oui, Et on sait pas du tout ce qu'il y avait avant, comment c'est cet vrai. empire est apparu, d'où est-ce que ça sort, d'où Béval sort. Ça, je suis assez d'accord. Ouais. Ça, c'est assez intriguant, en fait, ce qui s'est passé avant. Et Comment on en est arrivé là, ouais, c'est clair que. ce qui m'emmène à un autre truc qui m'a un peu fait râler, mais je pense que j'avais pas compris. Mais en fait, pendant tout le livre, j'étais persuadé que Alana avait récupéré, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, quand elle croise Uriel. Donc Uriel, si je resitue, si jamais il y a des gens qui nous regardent en n'ayant pas lu le livre et qui ne comprennent plus rien. Uriel, c'était donc un fidèle de Zerlek, le prophète, et qui avait créé un espèce de monastère, pèlerinage, truc, pour parler du prophète. Et à un moment, Alana rencontre Uriel et il lui dit, tiens, regarde, j'ai ce livre qui était à ta mère et qui était avant au prophète, et c'est un peu genre, je sais pas, son journal intime, quoi, ou ses pensées, ou je sais pas quoi. Oui. Et moi, j'étais persuadé qu'elle l'avait pris, ce livre, et pendant tout le reste du roman, j'étais là, j'attendais qu'elle le lise. J'étais là genre, mais pourquoi elle le lit pas? Qu'est-ce qu'elle attend? Alors au début, tu dis bon, oui, c'est un livre interdit, c'est un livre, voilà, c'est le prophète, il est refusé, etc. Et lui, elle est encore complètement dans ça, c'est hérétique, etc. Donc elle le lit pas. Et puis au fur et à mesure, elle se convertit en quelque sorte. Et donc moi j'étais là, mais quand est-ce qu'elle va le sortir ce livre, qu'elle va le lire et lui raconter ce qu'il y a dedans? Et vraiment jusqu'à, je pense, les 10 dernières pages, quand elle dit ah, et si je retournais voir Uriel et voir ce qu'il y a dans ce livre, j'étais persuadé qu'elle avait embarqué ce livre. Et du coup ça m'a complètement perturbé. À moult reprises dans ma lecture, j'étais perdu. J'étais genre mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle le lit pas? Ça m'a énervé en plus. J'étais là, mais elle l'a oublié, c'est pas crédible qu'elle ait oublié qu'elle avait ce truc quand même. Voilà, ça n'a fait ça qu'à moi, Frustration, vous c'est pas aviez. mal ça. Ouais, T'es auto-frustré quand même. C'est voilà. ça. Mais j'avoue que c'est un petit peu confus à ce moment-là. Il me semble qu'un coup c'est oui, un coup c'est non, et au final, non, elle le prend pas et elle s'en va. Mais du coup, je comprends ta confusion. Oui, oui. Du coup, ouais, t'as dû être frustrée pendant un bon bout de temps, parce que je crois que ce passage, il est pas au milieu, hein. Non, Il est bien avant le milieu, hein. Ah, moi, mais c'est au tout début, c'est avant même qu'ils arrivent. D'ailleurs, oui, Alana, à ce moment-là, j'ai pas trop compris. Donc, elle refuse de prendre le livre parce qu'elle est quand même très brigade, toujours, machin, tout ce qu'on veut, quoi. Mais à côté de ça, dès qu'elle arrive en Ancora, la première chose qu'elle fait, c'est d'aller acheter le bouquin, quoi. Mais pourquoi t'as pas pris l'autre livre, du coup? Parce que moi, j'avais compris qu'elle avait pas pris. Mais, ok. mais enfin, pourquoi t'as pas pris le livre pour aller en acheter un, mais genre 20 pages après, quoi? Enfin, voilà, arrête de changer d'avis, quoi.
Mais sinon, elle n'aurait pas rencontré Soren. C'est vrai. Oui. Parce qu'elle a voulu sortir pour acheter le livre. Non, j'ai vraiment pas compris, en vrai, pour de vrai, comment est-ce qu'elle passe de je prends pas le livre, tout ça, à je vais aller en acheter un. C'est encore pire, en fait. Tu vas l'acheter, tout le monde va te voir, quoi. Mais je pense, au début, elle cherche pas à l'acheter, en fait. De mémoire, Non, elle cherche des adeptes. des réfugiés, ouais. Oui, mais elle cherche Pour des leur parler. adeptes pour parler de la religion. Bon, Bah, parce qu'elle cherche à enquêter sur sa mère, en fait, quand même. Pour moi, elle se dit oui. peut-être qu'il y a des gens qui ont connu ma mère, qui se sont réfugiés, parce que donc Uriel lui dit ah oui, il y avait ta mère et d'autres gens, et les gens ils se sont réfugiés en Ankora, et donc elle se dit ah bah il faut que j'aille trouver des Phalésiens en Ankora, et elle se dit bah du coup il faut que je cherche des adeptes en Ankora, et elle se retrouve avec cette meuf qui comprend rien à ce qu'elle lui dit et qui lui dit oui tiens voilà le livre, et au début je pense même qu'elle le veut pas, en fait elle est là mais en fait Ouais. et après par contre elle est curieuse et se met à le lire, et ça lui rappelle sa mère aussi du coup au fur et à mesure. Oh, c'est mignon. Et du coup un sujet qu'on n'a pas du tout abordé dans la partie sans spoil, c'est la relation entre Soren et Alana, qui Là, c'était mon point noir. c'était Que je ton n'ai point pas noir. parlé au début. Alors vas-y, Yoda. La relation en tant que telle, ça va, ça passe. C'était plutôt sympa, c'est tout ce que tu veux. Mais la romance à la fin, je fais c'est bon, quoi. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'en coller une là, quoi? D'abord, il restait 40 pages. Ils n'avaient pas besoin de se bécoter à ce moment-là. Et puis en plus, pour que ça mène à rien. Alors que, par contre, j'ai bien aimé, pour le coup, le fait que justement, ça mène à rien. Voilà. Mais j'ai pas trouvé ça fifou, le fait qu'ils rajoutent cette histoire entre les deux. D'autant plus que même s'il n'y a pas de lien de sang, c'est son cousin quand même. J'ai fini de déchiffrer mon arbre généalogique. Ah oui, mon Dieu, c'est vrai, Voilà. je m'étais posé la question en finissant. Alors, Attends, il n'y a pas de lien c'est de son sang parce cousin. que c'est Cornélie qui s'est remariée, du coup, il n'y a pas vraiment de lien. N'empêche, c'est son cousin. C'est des liens de mariage, du coup, c'est ça? Oui, bah en fait, Cornélie, qui est la mère de Soren, son premier époux, qui était Philippe, est le frère C'est ça. du père d'Alana. Donc, Ah oui, c'est vrai. on Oui. se remarie. Ouais, j'ai pas trouvé ça fifou, la romance à la fin, voilà. Non, c'était pas nécessaire. Je Mais trouvais qu'ils avaient plutôt une bonne relation, en fait, déjà, de mentor-élève, quoique, voilà, enfin, finalement, ils arrivaient plutôt bien sur un bon pied d'égalité, puisque bon, ils se sauvent la vie les uns les autres, voilà, donc, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de rajouter ça? Bon, voilà. Mais point très positif, le fait qu'ils ne finissent pas ensemble. Oui, Voilà. je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, je trouve qu'on on le voit venir depuis avant les 40 dernières Oui. pages, un peu à regret. Effectivement, à chaque fois, je me dis ah non, ils sont en train de nous préparer une romance. Je préférerais qu'ils restent justement dans cette relation qui était assez sympa. J'ai trouvé leur relation de camaraderie en quelque sorte, et de un peu de fascination aussi quand même l'un envers l'autre, mais qui pouvait exister juste parce qu'ils sont un peu mystérieux chacun, et sans que ça se transforme en romance. C'était attendu le fait que ça se transforme en romance, mais je suis d'accord, on aurait pu s'en passer. Et c'est un peu rattrapé par le fait que ils n'ignorent pas en fait toute leur construction de personnages et toute la société autour d'eux, et ils ont conscience du fait que en fait ça gâcherait un peu tout, et c'est une mauvaise idée de se mettre ensemble. Et c'est elle qu'on a conscience, que lui il en a conscience, mais il la demande en mariage quand même, et elle lui dit non. Ça j'ai beaucoup aimé, mais Oui. ouais, pas besoin. Et en plus ils ont quand même un gros écart d'âge, enfin je trouve que du coup tous les moments où elle nous préparait le début de romance, j'étais mais quand même ils ont presque 15 ans d'écart, quoi. C'est
Et 15 ans sur une personne qui a 20 ans, quoi. Voilà, c'est pas, Ouais. c'est pas 30, 45 ans que bon, voilà. Non, Mm. c'est 22, 37, quoi. C'est quand même un bon. Mm. Ouais, ça, Non, on s'en serait ça m'a passé. un peu crispé en fait. Ouais, moi aussi. Et c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que, comme tu disais, une relation de mentor, une relation de un peu joueuse en plus, tu vois, où ils se taquinent, ça aurait ça aurait pu être Oui, vraiment très tout bien. ça avec en plus Ouais. Soren qui a quand même pas mal réfléchi de base au fait de la plonger dans un piège énorme pour la trahir, quoi. Mm. C'était très drôle. Enfin, ça dépend pour qui, pas pour elle, je suppose. Mais bon. Euh, Moi, j'ai une autre râlerie, du coup. C'est Allez, vas-y. les râleries spoil. C'est pareil, c'est une mini râlerie. Mais j'ai pas compris. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'était aussi pour dire ah oui, regardez, les Falaisiens, ils sont nuls. Mais j'ai trouvé que l'émissaire de Falaisie en Ancora, donc dont j'ai pas retenu le nom du tout parce qu'en fait il est pas si important que ça et très vite il ne sert plus à rien. Mais il était vraiment extrêmement nul et pas du tout diplomate. Et à un moment je me Il dis a mais fait 0 effort. ouais, j'étais genre mais c'est censé être son métier. Le mec il est diplomate, il est émissaire, il est envoyé pour négocier un traité de paix et il insulte tout le monde, il est super désagréable, il respecte aucune coutume. J'étais là mais il est ultra nul, c'est pas possible. Enfin C'est comment vrai qu'on était sur un diplomate aigri. ah ouais. Et donc ça j'ai trouvé Mais ça. en fait, c'est ça qui est très drôle. Enfin, en effet, il est très très nul, hein. Mais à Mm. côté de ça, je pense que les Encoriens se foutent de sa gueule en plus, quoi. Donc, Ouais. voilà, quoi. Et du coup crédibilité zéro pour l'Empire. Enfin j'étais atterré. Je me suis dit mais là quand même ils ont personne de mieux quoi. C'est J'ai trouvé ça presque un peu gros sabot, quoi, histoire de vraiment te dire, ah, regardez, ils sont vraiment nuls, hein. Ah, ils sont pas très bons en diplomatie. Alors oui, bah alors là, merci, on a compris que les mages, ils étaient pas ouverts d'esprit, ils aiment pas, ils aiment pas, enfin voilà, déjà on le sait quand ils se comportent avec Alana parce que c'est une bâtarde. On a compris que les mages, ils étaient très poète-poète, le sang, l'honneur, il y a la belle-mère, il y a machin, il y a tout. Là, j'ai trouvé que c'était quand même, faites un effort, les mecs, quoi, s'il vous plaît. Voilà, c'était ma râlerie. Bon, c'est pas Ouais. très grave, hein. Ça fait du bien de râler. Ouais. Et puis voilà, il fallait compenser le fait que voilà, j'ai beaucoup aimé cet arc d'Ancora avec le Oui. début des manipulations de Soren, qui va donner les lettres, qui va un peu comprendre. Alors, il y a un autre truc. C'était génial, ça. Ouais. Mm. Ouais, mais moi j'ai trouvé ça super, enfin pas les lettres en soi, hein, mais en fait toute sa manipulation de départ, en fait, même si elle démarre complètement par hasard, mais Mm. c'est pas grave. Enfin, j'ai trouvé ça super intéressant, la façon dont réussit à manipuler les uns les autres sans en avoir l'air, en fait, quoi. Puis à chaque fois qu'il avance un petit peu, ça le rapproche, en fait. Il se sert au fur et à mesure des gens qu'il rencontre. C'est quelqu'un qui sait très bien réagir en fonction des situations, des choses comme ça. Et finalement, même sans plan, puisque finalement c'est quand même beaucoup d'impro, quoi, son truc. C'était une personne très intelligente. J'ai beaucoup aimé Soren. Mm. Mm. Et alors, ouais, Alors moi, qu'en même temps, il se rend quand même très bien compte de ce qu'il fait. Enfin, il n'est pas non plus. Enfin, son plan de vengeance, il est là, voilà, ce qu'il est. Mais il se voile pas trop la face non plus, je trouve, sur le fait que derrière, bah, il y a des gens innocents pour le coup qui vont en pâtir, en fait. Il s'en rend compte, quoi. Voilà, il n'est pas à se fermer les yeux totalement mm, sur le fait que derrière il y a des, enfin, donc par exemple Alana déjà, mais aussi la fille de Ludovico oui, aussi qui finalement, Complètement. voilà, ouais. elle est absolument pour rien la petite, Ah, il quoi, était voilà. trop choupi en plus. La scène avec la fille, j'ai trouvé ça horrible. Ouais.
Euh, Et du coup, j'ai un autre truc que j'ai pas bien compris. Alors encore une fois, un truc que j'ai pas bien compris, vous allez peut-être m'expliquer, me dire mais c'était très clair. Euh, c'est les histoires autour de l'impératrice Katharina et un peu les révélations successives. Pour le coup, c'est vraiment on a vraiment des révélations à étage sur Elle, Katharina ouais, pour le coup. et à un moment, je me suis dit mais attends. Et ça m'a perturbé. Je me suis demandé si, et j'ai eu la flemme d'aller voir, mais je me suis demandé si ça tenait complètement debout, parce que du coup, Katharina, on apprend, je pense, alors dans quel ordre, je sais plus, mais on apprend d'abord que Ludovico, il s'est fait arnaquer et il a perdu tout son argent à cause d'un faussaire et de sa fille rousse. De mémoire, ça commence comme ça. Après, on a le vieux sage, je sais plus comment il s'appelle, qui dit ah oui, il y a une rousse qui est venue négocier avec Federico pour qu'il arrive en retard avec son armée. Après, on apprend qu'en fait c'est l'impératrice, et encore après, on apprend que c'était l'ancienne fiancée de Soren. Et à ce moment-là, je me suis Oui. demandé, je me suis dit mais du coup, quand Soren parle avec Ludovico et que Ludovico lui parle de cette faussaire, euh, est-ce que Soren, enfin, il y a eu un moment où je me dis mais attends, qui savait quoi à quel moment et est-ce que j'étais un peu perdu sur ça, sur est-ce que Soren il savait à ce moment-là que du coup en fait c'était son ancienne fiancée, enfin j'étais un peu perdu sur trop de gens qui avaient des morceaux de l'histoire de cette personne et j'étais perdu. Je sais pas si ça vous a fait ça ou pas du tout. C'est encore moi qui Je comprends un peu ce que tu veux dire. Enfin, j'imagine que c'est ça. C'est vrai qu'en fait, comme ça nous est donné à nous, lecteurs, pour qu'on fasse un peu le lien, mais pas tout de suite, c'est vrai que les éléments donnés sur Katharina, du coup, ils sont très loin les uns des autres. On commence par nous en donner un pendant qu'il est en Ancora, du coup, Soren, il me semble, comme tu le dis. Et on apprend après qu'en effet, c'était elle qui a parlé avec Ludovico, etc. Et c'est vrai que si on les regroupe tous, au final, on se demande même quand est-ce que Soren a compris que c'était elle qui l'avait trahi à ce moment-là, en fait. C'est vraiment, on n'a pas la notion, en fait, de quand il découvre les lettres, qui elle était pour lui et à quel point ça l'a vraiment outré de découvrir ça. C'est vrai que je m'en étais pas rendu compte jusque-là. Ouais, et il a pas l'air choqué en même temps parce qu'il nous dit très Non. vite qu'il a 5 personnes dont il veut se venger et donc elle en fait partie. Donc C'est ça. ça veut dire qu'il est au courant quand même qu'elle a joué un rôle. Euh, Hmm. Ah ouais, pour moi, il est au courant dès le début. ouais. Du coup tout marche. Non mais moi je vous fais confiance parce que la plupart des trucs marchent, je trouve. Ce qui est un peu le risque quand c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu le risque quand on te donne les éléments au fur et à mesure. Il faut quand même que les Mm. réactions des personnages restent cohérentes et que ils réagissent comme ils doivent réagir. Et là, je me suis demandé s'il aurait pas dû réagir à un moment, mais peut-être ça marche. Si ça vous a pas choqué, ça me va. Non, mais t'as raison. C'est vrai que j'arrive pas à me souvenir si, en découvrant les lettres et que c'était elle, il avait réagi vraiment en se disant ah bah mince, en plus elle m'a trahi là-dessus, par exemple. Il faudrait que je relise les passages parce que ça me marque Ah, pas mais pour qu'il moi, ait il le vraiment savait réagi. déjà. Il savait qu'elle Ah, l'avait Moi, je trahi, pensais qu'il le savait. et il savait que c'était une fille de Oui. faussaire aussi, que c'était une. Alors, ça, peut-être pas pour le coup. hum, Mais le fait qu'elle fasse partie de la machination dès le départ, puisqu'elle fait partie de ces 5 personnes qu'il veut Mm. éliminer, en fait, quoi, en fait. Donc, hum. si c'était juste son ex qui s'est remarié avec l'empereur, je pense qu'il en aurait rien à faire, en vrai, quoi. C'est pas... Il est jaloux, Enfin, ok. je pense. Non, mais il m'a pas l'air d'être particulier. Enfin, le fait qu'elle se soit barrée avec quelqu'un d'autre, ça a pas l'air de l'embêter plus que ça, quoi. Mm. C'est pas, comment dire, c'est pas ça qui le gêne le plus. Oui. Le fait que, en plus, par contre,
ça soit la fille du faussaire, c'est peut-être un truc qu'il apprend en plus, par contre. Peut-être. Ouais, si, quand même, je pense, parce que je pense que de base, il allait pas se fiancer avec la fille du faussaire du royaume d'à côté, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez un... Ouais, pauvre Allez-y. Katharina, c'était quand même le grand mastermind de toute cette affaire, et à l'arrivée, plouf, elle C'est meurt vrai. bêtement, quoi. Ouais. C'est vrai. Katharina, le mastermind, et Petroni, la main industrieuse, hein, c'est... Ah, j'ai adoré la détester, elle. Hein. Mais Petroni, elle était fabuleuse, en fait, quoi. Oh là là. Franchement, j'ai Quelle presque été femme. triste qu'il la tue, hein. Quelle femme imbuvable. Ouais, J'adore. c'est clair. Imbuvable. Ah, c'est un bon jeu de mots, là. Hein. Moi, enfin, c'est pas qu'elle m'a fait de la peine, parce que bon, elle avait quand même tué des gens, donc c'était pas très cool. Mais bon, si on s'arrête aux gens qui ont tué d'autres personnes, on n'aimerait personne dans ce bouquin, donc voilà. C'est vrai. Ouais, enfin, ils l'ont quand même relégué au fin fond là-bas de son bled paumé où tout le monde se fout d'elle. La pauvre. Oui, par contre, sa famille a pas été très sympa, je trouve. Que ce soit Lysandre Non. ou son frère, putain, genre, bah, sympa quand même, elle a fait ça pour vous, et derrière, elle est pas bien récompensée, hein. Mais Lisandre m'a l'air d'être une personne très peu reconnaissante. Oui, C'est vrai. on n'aime pas trop Lysandre. Une très bonne remarque, oui. Voilà. Très peu reconnaissante, à part peut-être envers Richard quand même, parce qu'il le garde un peu malgré tout. Pour le coup, lui, il lui passe tout, ouais. Ouais. C'était presque C'est vrai. bizarre, j'ai trouvé, parce que ouais, il lui passe vraiment tout. Et du coup, c'était qui ce serait qui votre personnage préféré? Moi, je Philippa. pense que c'était Soren. Soren? Ouais, j'ai bien aimé Soren pour le coup. Je le trouvais vraiment chouette sur plusieurs aspects. J'avoue que Philippa, elle est chouette aussi, surtout quand elle se révèle être plus sympathique qu'on ne le pense. J'aurais bien aimé qu'on la voie plus, Philippa. J'ai trouvé que elle avait un bon potentiel et au final, ça aboutit à pas grand-chose, quoi. C'est vrai. Ça met un peu de gentillesse autour d'Alana, quoi. Bah, j'ai trouvé qu'elle lui permettait quand même un peu à Alana d'ouvrir un peu les yeux aussi, quoi, parce que c'est une personne, Alana, alors qui a toutes les raisons du monde de pas être contente de sa vie, y a pas de problème, mais qui est un peu auto-centrée. Un peu. Voilà. Elle m'a un peu agacée, moi, Alana. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Oui, En plus de la trouver un peu niaise, un peu un peu naïve, un peu niaise, un peu toujours se morfondre sur elle. Elle a raison de se morfondre, c'est pas, voilà, il y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, elle m'a agacée. Et le fait que Philippa lui rentre un peu dedans, et en plus très très gentiment, hein, pour le coup, voilà, ça a fait un peu du bien. C'est vrai que c'est un personnage qui donne du baume au cœur par rapport à Alana, je trouve. Elle est chouette. Carrément. Elle aimait bien la tante Petroni, elle. Ouais. Enfin, elle aimait bien la tante, je pense que tu lui faisais surtout une très bonne excuse pour sortir un peu de la ville, mais bon. C'est clair. C'était intéressant le moment où elle dit, où Alana lui dit ah mais de quoi tu te plains, t'es la chouchoute de ta mère, moi elle est méchante avec moi, etc. Et que elle lui répond oui mais en fait je peux rien faire, je peux rien dire, j'ai aucune liberté. Et alors oui elle me chouchoute mais en fait c'est étouffant quoi. Et de montrer à Alana que tout n'est pas rose. Alors c'est sûr que probablement que par rapport à des hérétiques du commun dont elle a pas non plus tant à se plaindre, Philippa, mais de dire bah oui ma vie n'est pas juste de la joie et du plaisir quoi. Non.
Non, et puis du coup, je trouvais un peu intéressant. C'est vrai que finalement, on avait peu de son point de vue à Philippa, mais de voir un petit peu ce qui était un petit peu la place d'une jeune fille de la haute société, voilà, finalement, ce qu'on attendait d'elle et qu'elle en avait. Enfin, elle a un petit peu. Sans avoir beaucoup d'ambition non plus, hein. C'est pas non plus la personne la plus ambitieuse du monde, hein, Philippa. Mais bah voilà, elle a aussi un petit peu envie de voir autre chose de sa vie que de juste finir, de passer finalement enfin, sa mère qui est pénible en russe. Elle est pénible, sa mère, Oui. par contre. Oui. Voilà. Et elle est pénible et en même temps, Donc j'ai voilà. trouvé que elle était pas non plus monolithique, c'est-à-dire qu'elle est intéressante dans ce qu'elle essaye de faire. Alors oui, c'est complètement égocentrique et c'est pour sa pomme, mais les critiques qu'elle fait à Richard, et les choses qu'elle Oui. essaye de faire en coulisses pour le bien de sa famille, etc. J'ai trouvé que c'était assez intéressant. C'est pas juste une marâtre potiche qui râle contre la bâtarde de son mari, quoi. Elle a raison, hein, dans le fond, hein, Et elle a enfin, raison complètement. sans vouloir totalement lui dire, bah, elle est assez affreuse avec sa belle-fille. Mais enfin, elle était mariée avec un homme, elle avait une fille, comme ça. L'autre, il lui ramène sa bâtarde dans la maison. Ouais, en effet, d'un seul coup, comme ça, moi je comprends que ça puisse un peu tiquer quand même, hein. Enfin, Mm. voilà, même si en effet, il l'a eu avant d'être marié avec elle, donc il ne l'a pas trompée, ouais, mais bon, voilà. Et puis Richard, Richard, il m'a saoulé un peu aussi, hein. Mm. Voilà. Un super mari, super papa. Il avait l'air génial, ce Oh, perso. voilà. Mais et à la fin, on lui pardonne tout à ce brave Richard. Enfin bon, C'est clair. t'as trahi tout le monde quand même, Ouais, quoi. Ouais. ouais. Et Richard, mais je pense qu'au final, il a de la chance d'être le père d'Alana, parce que je pense que Soren, il le gardait pas, sinon, Non, clairement pas. et il aurait eu raison de Oh, pas moi le j'aurais garder. bien aimé que Soren il le tue en fait. Tout le Oui. passage là dans les non et tout le passage dans les geôles où ils sont face à face où Yalana lui dit non et peut-être et machin et moi j'ai quand même Mm. envie de le tuer, là c'était long pour le coup. Mm. Ouais. Enfin, moi j'ai trouvé ça super long. Il y avait la garde qui était censée arriver là, qui a mis 3 siècles à arriver derrière. Enfin, c'était un peu longué tout ce passage là. C'est bon, ou tu vas le tuer ou tu le tues pas quoi. Et tue-le d'ailleurs, ça fera du bien. Mais bon, il a pas tué. On m'écoute pas moi. C'est parce qu'il est en plein arc de rédemption, Soren, à ce moment-là, de dire peut-être qu'il faut que... Oh, c'est parce que il est bêtement amoureux d'Alana, oui. Mm. Et voilà, et parce que t'as pas aimé Alana, cette petite niaise. Voilà. Peut-être aussi, j'en sais rien. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Alana, en fait, dans le fond, elle a des réactions très très logiques d'une jeune fille de 22 ans, enfin, tout ce que tu veux. Voilà, ouais, elle m'a un peu saoulée. Mais bon, c'est ta faute. Et Soren, du coup, est-ce qu'on revient un Et peu toi, ton sur perso Soren? préféré? Ah oui, attends, Voilà. Mais oui, parce encore que... pas entendu sur ton perso. Comment? Toi, ton perso, c'était quoi ton perso préféré? Moi, je me suis dit peut-être, moi je suis parti chercher dans les persos ultra secondaires. J'ai bien aimé Uriel, donc l'espèce de Mm. pèlerin perdu, et j'ai bien aimé Mm. Marianne, la gérante de l'épicerie, qui a un rôle très maternel et très bienveillant et très protecteur envers Alain. Je l'ai trouvé très sympathique. Après, j'ai bien aimé, mais des personnages qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas, mais qui ont l'air sympas, c'est-à-dire Mireia et Cornelia. Du coup, je trouve que elles avaient l'air sympas. Euh, Elles faisaient de l'herboristerie, elles étaient guérisseuses, elles voulaient protéger le peuple, etc. Elles étaient potes, enfin, et elles étaient potes avec Marianne aussi. Donc voilà. Et j'ai bien aimé d'ailleurs que Marianne, qui pourrait être présentée comme ce personnage un peu parfait de celle qui accepte tout, qui est gentille, etc. Et elle a cette faille Mm. qu'elle nous dit, qui est que elle était jalouse de
Mireia, et j'ai trouvé Mm. que ça lui apportait un relief assez intéressant. Quand elle dit bah moi j'étais la Je suis BFF de d'accord. l'impératrice et là il y a une autre meuf qui s'est ramenée et qui est devenue BFF de l'impératrice à ma place et j'étais trop deg et j'ai C'est trouvé vrai. ça assez rafraîchissant que ça arrive et qu'elle en parle comme ça. Oui. Ça lui donne de l'honnêteté et ça la dessert pas en plus, je trouve, puisqu'elle le reconnaît Mm, complètement sans être amère aujourd'hui par rapport à ça. Donc, franchement, ouais, c'est un bon développement de personnage. Elle est pas irréprochable, mm. mais elle est trop cool. Ouais, voilà, donc moi Marianne. Et du coup oui, et du coup est-ce que parce que du coup on est passé super vite sur Soren, mais est-ce que Flamme tu voulais développer un peu plus Ah, alors c'est vrai qu'on en a pas mal parlé aussi dans d'autres parties, et ça rejoint un peu ce qui me plaisait chez lui. En fait, c'est surtout lui qui va amener tout ce qui est intrigue politique, complot, etc. Et je trouvais voilà, que même si son plan est un petit peu improvisé, comme on l'a dit jusque-là, il est plutôt intelligent en fait comme personnage, il est très bon combattant, etc. Ça donne un personnage plutôt riche et plutôt très intéressant en fait sur tous ces points-là. C'était surtout ça qui m'avait plu chez lui. Mais sinon, je l'allais en citer un autre, mais du coup, tu l'as cité aussi, donc très très bien. J'aimais beaucoup la maman d'Alana, moi, même si elle n'existe hmm, pas à proprement parler au moment où on lit le livre. Je trouve qu'elle a quand même une importance et elle est citée tellement de fois avec beaucoup de qualités, des compétences avec les herbes, etc., que je trouvais ça vraiment très très intéressant et ça avait l'air d'être un chouette personnage. J'aurais bien aimé hmm. avoir plus sur elle encore, tu vois, ça m'aurait pas dérangé. Que Alana lise son livre par exemple. Par exemple, voilà, Voilà. ça c'est vraiment une illustration, je suis d'accord avec toi. Euh, Mais et d'ailleurs, je me demande, est-ce que vous pensez que il pourrait y avoir une suite ou un préquel? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît envisageable? Oui, Ah, complètement. Moi, je pense, ouais, effectivement. Enfin, ça peut mener à un autre roman derrière. Si celui-ci est bien accueilli, je pense que oui. Ça peut, mais est-ce que j'en ai envie? C'est une autre question. Non, mais voilà, moi je trouve que l'histoire est bien terminée en fait. Est-ce que j'ai ouais. vraiment envie d'avoir autre chose? Alors, Je pour suis le pas coup, sûre. plutôt un préquel, tu vois, sur peut-être ce qu'il y avait avant l'Empire ou des trucs comme ça, Mm, mais peut-être pas une suite. Ça m'intéresserait déjà plus, moi. mm. Je suis Mm. d'accord qu'une suite, Ouais, je là, suis on d'accord. voit pas trop. Enfin, oui, Alana, elle est partie avec Uriel, bon, mais on n'a pas forcément. Là, la situation est résolue, mais oui, savoir. Moi, soit la jeunesse de Mirella, justement, soit carrément remonter encore avant et essayer de comprendre le début, ce qu'on disait, le début de l'Empire, Mm. cette période-là. Je sais pas. Mais parce que Mirella, elle a côtoyé Zerlek, donc ça pourrait être. Du coup, je me suis demandé d'ailleurs quel âge elle avait Mirella, parce que ça me paraissait, mais en fait. Je pense qu'elle a eu, je me suis dit qu'elle avait probablement eu Alana assez tard, euh, du coup. J'étais perdu parce que du coup j'ai C'est vrai que l'impression, j'arrive pas à savoir quel âge elle avait. parce que moi ce que Est-ce j'ai que compris, Sandro Marsal a régné vachement longtemps, en fait, ou pas? Moi, c'est surtout sa durée de règne à lui qui, en fait, implique un peu tout le reste derrière, quoi. Il est Parce mort que, jeune ou pas? J'arrive pas à me rappeler non plus. bah pas si euh, jeune, il avait deux bah, enfants il avait deux Voilà, enfants qui étaient déjà, qui adultes. sont partis à la guerre Ouais. derrière, c'est ça. donc c'est pas si jeune que ça quand il est mort, mais est-ce qu'il était déjà vieux quand il est devenu empereur? Ça, Je sais pas. voilà. C'est ça la question surtout. Je veux dire, s'il est devenu empereur à 45 ans et qu'il meurt à 50, bon, voilà. Ouais. Non, parce que du coup, Béval, c'était la même époque que Zerlek, et, euh, et Béval Soren, en c'est il y fait, a j'arrive 50 pas à ans. savoir. Voilà. Mais
Ouais, oui, il est mort il y a 50 ans. Non, Béval, il est devenu empereur. Pour moi, Béval, il est devenu empereur il y a 50 ans, vu qu'au début du Ouais. livre, c'est les 50 ans de l'Empire. Donc, Béval, il est devenu Oui, empereur il y a mais 50 ans. est-ce qu'il est Oui, oui. mort est-ce qu'il est mort quand du coup? Bah ça, je sais pas. Tauren se souvient de Béval. Oui, Soren se souvient de Enfin, voilà, Béval. du coup il était né. Voilà, Ouais, c'est ça. Il était né, et lui il a 35. Enfin voilà, 35 quand même. 39, Donc j'aurais dit, mais... on a ouais voilà, c'est plus que ça. Ils ont entre 35 et 40. Ouais. Donc s'il se souvient de Béval, lui il était né. Ça veut dire que Mirella. Non, mais Mirella était encore vivante aussi, du coup, voilà. Oui, Et donc, quand est-ce qu'est née Alana? Tout ça pour calculer à quel âge elle a eu sa fille, voilà. Voilà. ouais. Bah, en fait, pour moi, c'est plutôt que... Je pense qu'Alana a 24 ans, et donc, elle est née 26 ans après le début de l'Empire. Et de ce que j'ai compris, Mirella, elle a côtoyé Zerlek, et encore de ce que j'ai compris, mais c'est là peut-être la faille, moi j'ai compris que Zerlek, il avait été exécuté il y a 50 ans. Et donc du coup, 26 ans avant la naissance d'Alana. Et donc s'ils se sont côtoyés, je sais pas si Mirella elle avait 20 ans, ça fait qu'elle a eu sa fille à 46 ans. C'est possible, mais je trouve que c'est Oui, assez c'est peu vrai. fréquent dans les livres comme ça Ouais. qu'elles aient des enfants tard. Mais après, il y a peut-être une faille dans Bah, mon surtout, il raisonnement. a quel âge, du coup, Richard, quoi? Bah, Richard, il doit être un peu vieux aussi parce que Richard, c'était le maître d'armes de De Soren, de hein. Soren, donc il a au moins 10 Ouais. ans de plus quand même. Ça fait 50 ans, cela dit, c'est pas si Mm. vieux, hein. Mais oui, enfin, du Ah coup, ouais, j'étais pour savoir si est-ce que lui aussi avait fricoté avec une personne avec beaucoup d'écart d'âge? bah peut-être que si ça se trouve, Mirella avait 20 ans de plus que Richard en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Elle était là ma réflexion en fait. Du coup, bah, c'est bon, tout va bien. Bref, j'en sais rien. Tout ça pour dire un préquel sur la jeunesse de Mirella. Moi, pourquoi pas. Je pense que ça peut être intéressant. Tout à fait. Oui, oui, et qui permettrait en plus du coup de raccrocher tous les petits morceaux sur les Voilà. âges des uns et des autres. Est-ce que vous avez des scènes préférées dont on n'a pas encore parlé? C'est toujours la question On en difficile, a ça. parlé vite fait. Moi, j'ai bien aimé la première scène, enfin, dans laquelle Alana rencontre Uriel dans son Hmm. monastère, ermitage, ce qu'on veut. Je trouvais ça Complètement. sympa. Et en plus, pour le coup, j'ai été très surprise pour le coup qu'Uriel soit toujours vivant. Moi, je fais il est vivant. J'avais mais pendant un bon moment, enfin, enfin, direct, je me suis dit, mais en fait, elle hallucine, en fait, tu vois. Enfin, pour moi, elle Ah ouais. était partie dans une espèce d'hallucination. Elle se l'imaginait, Uriel. Bon, visiblement, non. Il était bien vivant. Euh, Ils sont quand même assez nazes, hein, les gens qui sont allés le tuer. Que pour le rater, faut le faire, quoi. Mais voilà, en fait, cette première rencontre qui un petit peu ouvre vraiment les yeux, j'ai trouvé sur Alana, sur enfin, elle avait commencé déjà à avoir des doutes avant, mais sur sa mère, euh, sur la brigade impériale, des choses comme ça. Voilà, ce passage-là, je l'ai trouvé très sympa. Hmm. J'ai trouvé qu'il y avait des gros sous-entendus mystiques quand même sur toute cette partie-là, où quand tu dis ils sont nazes ceux qui ont essayé de le tuer, et je sais pas à quel point c'est factuel ou pas, mais j'ai trouvé que Uriel il nous sous-entend un peu que il a un peu été sauvé par plus ou moins par magie quoi. Et que personne le trouve parce que le sans nom ne veut pas que des gens le trouvent et que elle l'a trouvé parce que il fallait qu'elle le trouve, etc. Enfin, il y a toute une partie un peu ouais mystique D'accord. dans cette phase-là, je trouve.
Flamme, toi, t'avais une scène préférée? Je réfléchis à une autre scène du coup parce qu'effectivement, Yoda, je suis tout à fait d'accord avec celle que tu as choisie. Je pense que s'il y en a peut-être une qui m'a plu au niveau du style déjà de comment elle se passe et j'étais contente que ça éclate enfin. C'est quand le petit, je crois qu'il s'appelle Lantelme, oui, il me semble que ça, Serme, il prend sa petite vengeance, qui débarque au pique-nique Hmm. et qui fait sa déclaration. Je me suis dit, ah, ça y est, enfin, il jubile. Et il Hmm. s'est fait arrêter. Ça m'a fait pleurer de rire. Voilà. J'avoue que j'ai beaucoup aimé ce passage. Ouais. Heureusement, il avait anticipé, il avait bien tout imprimé, tout Oui, répandu partout. et j'ai beaucoup aimé ça, son plan mis à exécution incroyable et tout. L'impératrice livide Hmm. qui ne s'y attendait pas, la lettre lue à voix haute devant tout le monde. Je me suis dit, ah ouais, là, il rigole plus du tout. Hmm. Le scandale, quoi. Ouais, Et toi, ouais, du le coup, scandale qui éclate m'a fait beaucoup, beaucoup rire. voilà, ça m'a fait rire, j'avoue. Et moi, bah moi, j'avais pas trop Oui, toi, d'idées c'est parce quoi, du qu'on coup? on a parlé pas mal des scènes, mais je dirais peut-être. Moi, en fait, comme j'ai beaucoup aimé la fille de Ludovico et donc peut-être les scènes où elle interagit avec Soren ou alors ou même avec son père et où on voit que c'est une enfant très dégourdie, très intelligente et très aimée aussi. Donc ça m'a rendu un peu triste toute la fin de cet arc-là pour elle parce que je trouvais qu'elle avait vraiment un bon potentiel de petite fille stylée. Et je trouve qu'elle a des interactions assez sympathiques, même si on la voit pas tant que ça Ouais. finalement. Mais voilà. Elle a été sacrifiée par Soren qui n'hésite pas Ouais. à marcher sur tous les gens pour sa Mm, vengeance. mm. Et sinon, un autre truc dont je voulais parler, j'ai oublié, j'aurais pu en parler dans la partie sans spoil, je pense, mais que j'ai trouvé intéressant, même si ça m'a un peu frustré par un moment, mais après j'y réfléchis et je pense que c'est plutôt intéressant quand même. C'est que c'est un livre dans lequel les personnages prennent beaucoup le temps de préparer leurs actions, d'agir, d'attendre de voir ce qui se passe, etc. Et il y a beaucoup de moments, c'est même assez surprenant, je trouve, parfois, mais il y a beaucoup de moments où en fait il se passe une semaine, 2 semaines, Mm. vraiment beaucoup de temps où en fait il se passe rien. Et il n'y a pas cette espèce d'effervescence de une action, Oui. on appelle une autre, et en fait tout se passe d'un coup. Là, il y a vraiment entre chaque nœud d'action, il se passe plein de temps en fait, Ouais, où juste je suis d'accord. Oui, ouais, ils complètement. réfléchissent, ils attendent, etc. Et j'ai trouvé ça assez intéressant en fait, et assez rare, je trouve. Tout à fait. Les personnages dorment. Non, mais ça, comme ça, mais moi ça m'énerve C'est dans les livres vrai. en fait, dans Mm. lequel en fait les trucs ça s'enchaîne tellement les uns avec les autres que tu te dis ils ne dorment jamais. Là, Mm. voilà, ils vivent en fait, C'est ça. ils font la manœuvre. Quand elles partent en voyage, ça dure un certain temps, quoi. Mm, Alors évidemment, on te raconte pas toutes les journées, tout ce qui se passe, tout ça, on s'en fout, on va dire, c'est pas grave. Mais le voyage dure un mois, il dure un mois, un mois pendant lequel il va rien se passer de plus que les personnages voyagent, quoi. Et puis mm. voilà, c'est très 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 réaliste. Et pour le coup, ça fait beaucoup de bien. Je suis Mm. vraiment d'accord. C'est Ouais. vrai, oui, le rythme prend son temps en fait et ça fait plaisir. Du coup, ça rend le truc plus réaliste, comme tu viens de le dire. Je suis tout à fait d'accord. Mm. Même, ouais, c'est vraiment ouais, surprenant. Tu as les moments où elle est en ville, elle est dans sa taverne, et ils nous disent oui, elle voyait les hérétiques, là, les fidèles, 2 fois par semaine, et à force de les voir, blablabla, et puis ça se passait toujours comme ça lui a apporté. Tu sais, elle te dit en fait, ça c'est arrivé plein de fois. Et moi, j'étais genre, mais comment ça? Mais ça fait combien de temps qu'elle est dans son auberge pour qu'elle ait ses petites habitudes Mm. de trucs de 2 fois par semaine? Et en fait, tu dis, mais ouais, il se passe du temps. C'est marrant, je trouvais ça marrant. Ah, mais c'est vraiment cool. Mm.
Euh, Moi, c'est tout ce que j'avais noté. Je sais pas si vous avez d'autres sujets ou d'autres points dont on n'a pas parlé, dont vous vouliez parler, dont on pourrait discuter Non, vraiment, en tout cas, ça. Ouais, là, comme ça, j'en ai Bah, pas d'autres. sur cet énorme livre. Gérard, est-ce que vous voulez parler de Gérard? Qu'est-ce qu'on pense de Gérard? Le mari de Marianne, c'est ça, hein? Non, l'espèce de chef serviteur de Richard, le maître d'hôtel, Attends. le Ah, c'est Roger! il s'appelle Roger, parfait. il Donc s'appelle Roger, Gérard. Roger! donc Gérard, c'est le mari de Marianne probablement. Donc je voulais parler de Oui, c'est ça. Roger, évidemment. Je suis nul en prénom. Il faut que je Mais les non, note moi mais non. aussi. Non, Gérard, j'avoue Du coup, qu'on. Tu m'as fait Roger. de la peine, moi, Roger. Ouais. Il avait l'air gentil. Hmm, Il avait l'air Oui, gentil. d'ailleurs, c'est le seul qui est agréable avec Alana dès le début, en fait. Donc on se dit, c'est peut-être le seul ami qu'elle a dans ce grand manoir horriblement terrifiant. hmm, Mais ouais, il est un personnage très sympathique. Beaucoup ouais. aimé. Je me suis demandé à un moment s'il était un peu plus fourbe qu'il n'y paraissait ou s'il était complice de Richard Mm. dans certains trucs. Je me suis posé la question à un moment assez au début, je pense, quand elle descend à la cuisine et il lui fait boire un truc chaud. Et après, genre, elle dit, ah, ça me Mm. rappelle, blablabla. Et après, elle s'endort direct. Et je me suis dit, moi qui suis un peu suspicieux, je me suis dit, est-ce qu'il met des somnifères dans le truc? Et en fait, il la rendort il la drogue depuis des années, etc. En fait, pas du tout. Horrible. Je me suis vraiment posé la question. Cette scène-là, je sais pas, ça m'a fait bizarre. Mais Mm. en fait, non, il est très gentil. Ouais, moi, ça m'a fait penser, en fait, à un peu ces personnages qui essayent juste de survivre un peu comme ils peuvent, en fait, quoi. Et que derrière, Soren aille lui reprocher, en fait, d'être passé du côté de Richard, machin. Je fais, écoute, c'est ça où il crevait, en fait, quoi. Donc, Mais Soren arrête n'est de lui pas cool avec reprocher des lui, hein. trucs, quoi. Soren est vraiment pas gentil Mm. avec lui, hein. Mais Soren, vraiment, moi, j'ai bien aimé. Moi, je pense que c'est un personnage qui n'est pas cool. Mm. Vraiment, voilà. C'est ma Bah, conclusion. Je pense que je suis pas sûre que j'aurais envie d'avoir un Soren en train de manigancer à proximité de moi. Voilà. bah, Non, disons mais qu'il a une il se sert quand ambivalence. même énormément des personnages Ouais. et derrière, bah, il les laisse tomber en fait, quoi. Enfin, il laisse tomber. Enfin, euh, la fille de Ludovico, il la laisse tomber. L'Anselme, machin, heureusement qu'il avait prévu de faire ces trucs derrière, parce que bon, sinon il était un peu dans le cul. Mm. Je pense que Alana ne résiste au fait de se faire trahir que parce que c'est la fille de Mirella. Et avec Roger, il est pas très cool, quoi. C'est pareil. Roger, enfin voilà. Non, je suis pas sûre d'avoir. J'ai aimé le personnage de Soren. Je serais dans cet univers-là, j'hésiterais à le garder à proximité de moi. Mm. Et c'est ça, ouais, c'est ça qui le rend assez intéressant aussi, je trouve, c'est Mais oui, il voilà. est très froid et très focalisé sur sa vengeance et il évolue aussi. C'est intéressant de voir son évolution un peu contre son gré. Oui. Oh, oui. Peut-être sera-t-il un bon empereur. Je suis pas. Ouais, je serais assez curieuse de voir qu'est-ce qu'il peut donner en tant qu'empereur. Moi, je pense qu'il fera Finalement, un on veut bon une empereur. Je sais pas. Ouais, on sait pas. C'était un peu ça ma conclusion. Je suis pas persuadée qu'il soit un bon empereur. Moi, je pense qu'il va essayer de bien faire et que du coup, il va Ouais. faire, Ah il va oui, faire bien. bien sûr. Maintenant, il est vengé en plus, Mais donc va-t-il réussir? On verra. on verra probablement pas, Ou mais pas. on imagine ce qu'on veut. Euh, Exactement. Voilà.
Ok, bah écoutez, si on n'a rien d'autre à rajouter, je vous propose de conclure sur ça. Donc, un livre qu'on a plutôt bien apprécié dans l'ensemble, hein, si vous nous écoutez toujours, Oui. sachez-le. Et puis, bah, si vous nous écoutez toujours, merci déjà de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire si vous avez lu le livre, ce que vous en avez pensé, et à en discuter avec nous. Donc je vous rappelle, les 2 prochains livres qu'on lit, c'est Les Amantes de Ragnarok et Secret History. Donc on vous retrouve très vite en mai. Et puis bah voilà, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et bah merci Flamme et Yoda pour cette discussion. Merci à beaucoup vous. à toi et merci beaucoup Flamme. Merci. Voilà. Et bah bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.